Alors, Dominique Lavalan, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir réservé un petit peu de temps à Cinescope, parce que j'ai lu, c'est comme ça qu'on connaît les gens que l'on rencontre, que c'était pas le genre de choses que vous aimiez beaucoup, et si vous avez l'impression que vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas. Non, non, j'ai jamais l'impression que je vais m'ennuyer, j'ai quelquefois l'impression que je vais ennuyer. Ah, donc c'est une coquille de journaliste alors. Mais c'est vrai que je vois jamais l'intérêt, je trouve jamais l'intérêt à parler de moi. C'est comme ça. Pourtant, une filmographie, plus de 50 films en 15 ans. Oui, ça fait 54, 55. Des télés, des... Oui, une télé. Une télé qui a, alors là je suis très fière de le dire, qui a battu tous les records d'audience en France pour les fictions françaises. Bien. Elle a battu tous les records d'audience. Alors ça je suis très fière de ça. Oui. Bien. Du théâtre, Sagan l'année dernière. Donc une vie toute pleine avec des tas de choses que certainement nos téléspectateurs ignorent encore de vous et qu'on va au fur et à mesure découvrir. Ce qui fait que je pense que vous êtes une femme qu'on peut appeler heureuse. Oui, ce serait, le monde irait plus agréablement, je serais encore plus pleinement heureuse. C'est ça. Mais en tant qu'égoïste, oui, je suis bien. Bien. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire à travers les propositions. Dans l'ensemble, oui. Quelquefois, il y a un chèque qui m'attire aussi. Bien sûr. Et j'y pense. Bien sûr, il y a des factures à payer aussi. C'est clair. Oui, puis il y a de l'argent dépensé surtout. Oui, c'est si agréable. Oui. Peut-être pour faire plaisir à nos téléspectateurs et à nous-mêmes, il y a un très très joli souvenir avec le film de Jean-Pierre Mocky pour lequel vous avez eu un César en 87. Comment est-on... 88 88, pardon. Comment est-on au moment où on proclame ça? Comment se sent-on? Je vais vous dire une chose très curieuse, c'est que je suis allée voir une voyante. Et elle m'a dit que j'aurais le César. Alors j'étais toute tranquille, je savais que je l'aurais. Et le cas s'est produit aussi pour Anémone, même si c'est grave de faire de la délation. Elle est allée voir un voyant, et elle attendait derrière la porte, elle était costumée, etc. Oui. Et elle a fait son numéro, qu'on a apprécié ou qu'on n'a pas apprécié. Mais elle savait qu'elle avait le César, et moi aussi. Donc j'étais très calme et j'ai trouvé ça normal quand on m'a appelé. Parce que vous croyez à 100% à ce qu'on... Pas à 100%, mais elle avait réussi à me convaincre. Enfin, elle était tellement convaincue elle-même qu'elle m'avait transmis cette sûreté et j'y suis allée très tranquillement. Un petit mot quand même de ce film, de Agent Trouble. Agent Trouble, moi c'est le deuxième film que je tournais avec Mocky et c'est un fou furieux, remarquablement intelligent, qui est un gosse quand il joue avec cette passion et qui transmet. Et je crois que c'est agréable de tourner 15 jours, 3 semaines avec lui parce qu'on est tout le temps au spectacle. Et puis tourner avec Bohringer, moi j'avais déjà tourné Kamikaze et je trouve que c'est un acteur formidable avec une grande force et une sensibilité, une fragilité, cette espèce de rock qui est un peu comme notre Arc de Triomphe, quand on regarde à l'intérieur, tout est fragile. Et puis Catherine Deneuve qui est une amie je crois et que j'estime profondément, qui est une femme que je trouve très jolie partout. Ce qui veut dire un bonheur alors ce film. Ah, un vrai régal, un vrai régal. Plus alors un César, c'était vraiment la fête complète. Oui, je suis pas... Je veux dire, cette distribution des prix est incomplète, donc je peux pas dire que ça soit, pour moi, c'est pas un objet sacré, hein. C'est simplement quelques personnes dans ce métier qui ont pensé à vous, en tant qu'actrice, ils ont estimé ce que vous avez fait, mais c'est pas tous. Et c'est ça qui serait... Et puis le public, comme dit Belmondo, qui l'a jamais eu, chose extravagante, vous voyez, comme quoi. Il dit que c'est effectivement le verdict du public qui est le plus important. C'est vrai. On en reparlera parce que je crois qu'il y a encore du César Souroche pour très bientôt. Je suis obligée encore d'aller 3 heures habillée en pingouin. C'est un pingouin que vous avez... Je sais pas. Il y a des problèmes là-bas, dans leur pays, à eux, aux pingouins. Alors, oui, Bretagne pour vous au départ, on monte sur Paris pour une licence d'anglais, je crois. Et pour quitter la famille aussi, c'est très important. Il y a un certain âge. Quitter poliment, donc. Ah bah oui, très courtoisement. Mais quitter quand même. Ah oui, je trouve que c'est important. Donc il a fallu que je m'inscrive dans une école qui n'existait qu'à Paris. J'avais choisi l'école du Louvre. Oui. Que j'ai jamais suivi les cours, mais je veux dire, j'étais inscrite, donc... voilà. Et je suis venue à Paris, effectivement, pour éviter la ville de Brest, que je trouve absolument sinistre. Encore maintenant? Encore maintenant, oui. Froide et sinistre. Et d'ailleurs, elle n'a jamais décollé sur le plan universitaire. J'en ai parlé avec l'un des fondateurs de l'université. C'est vrai que Rennes et Nantes sont 2 villes bretonnes formidables pour ça, et que Brest n'a pas réussi à faire une ambiance universitaire. Donc j'étais ravie de... Donc Paris pour vous. Paris.
Paris pour vous. Oui, avec, au début c'était affreux, grotesque. J'habitais en sous-sol en plus. Donc j'avais comme vue, non pas ce que nous voyons non. là, mais j'avais les pieds des gens. Les pieds des gens jusqu'au mollet à peu près. Alors c'était pas très gai. Plus le bruit des pas. Plus le, oui. Et les pattes de chien. Oui, de temps en temps j'avais l'impression que la guerre n'était pas finie. Enfin, je l'ai pas connu, remarquez. Hein. C'est clair. Quand même, je me rassure déjà. Et j'ai eu une adaptation absolument effroyable. J'étais incapable de m'arrêter. Par exemple, j'allais à la fac à Jussieu, j'étais incapable de m'arrêter à Jussieu. J'allais jusqu'au bout, j'allais à Austerlitz à chaque fois. Je me disais, bon, bah, je vais arrêter de lire. Après, je me suis dit, je vais m'arrêter à chaque station, à chaque arrêt du métro, je vais regarder le nom de la station. Après, je vais rester collé à la vitre. J'ai tout essayé. Il y avait un moment où je perdais complètement les pédales dans Paris. Et quand j'ai repris le train pour la Bretagne, je suis montée sur la banquette en sautant et en hurlant des vaches, avec un gamin qui était à côté de moi. Ça devenait inquiétant. Ça devenait très inquiétant. Enfin, ça va mieux. Hein, oui. Je me suis soignée. Oui. C'est bien. Des tas de petits métiers pour vivre et pour étudier en même temps. Vous avez là une nomenclature de petits métiers incroyable. Ben oui, parce que j'ai eu un rejet de ce que j'avais fait en fac. En fac, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait un diplôme de russe et j'ai fait une licence d'anglais. Et j'avais pas envie d'utiliser ça du tout. J'avais envie de connaître la vraie vie. Je trouvais que le problème des étudiants, bon, c'est très sympathique. On fait le tour de la comète sans arrêt avec une baguette et un Coca-Cola. Et j'avais envie de connaître la vraie vie, quoi. C'est des gens qui prennent, qui font toutes sortes de métiers, oui. Ce qui fait que j'ai bricolé dans plein de choses, dans des quartiers très bizarres. À Saint-Denis? À Saint-Denis, j'ai pas fait le trottoir, hein, mais je veux dire, c'est vrai que j'ai travaillé à Mode Express à Saint-Denis, d'abord mannequin, puis secrétaire, et puis j'étais employée de bureau dans une grande orfèvrerie parisienne. J'ai été, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été serveuse, bien sûr, j'ai été... je sais plus. Après, on est devenu escroc avec Daniel Auteuil, Roger Miremont et quelques autres. On a écrit des suites au Chaperon Rouge, des choses comme ça. C'est lamentable. On les a joués, on a gagné. Et ça, c'était pour le plaisir ou pour gagner des sous? Non, c'était pour les deux. Oui. C'était pour les deux. Il fallait. Bon, alors vous avez été aubergine aussi. J'étais contractuelle. Contractuelle, oui. Je sais plus, il y en a eu beaucoup. Il y a eu 20 ou 30 petits métiers. Alors, il y a eu une rencontre avec Tati à un moment donné? Je connaissais très bien sa fille, qui fréquentait les mêmes bistrots bretons que moi. Et elle m'a fait connaître son père, que je trouvais évidemment, pour moi, c'était une idole. Et j'adorais ses films, et il a mis en scène, très amicalement, mon premier One Woman Show. Voilà, qui est sur base de ce métier de contractuel, je pense. Au départ, c'était... Non, je m'étais aperçue qu'en fin de repas, après avoir bu un tout petit peu, c'est pas grave, que quand je racontais des histoires, sur ma vie, les gens ricanaient. Alors je me suis dit, pourquoi pas, comme personne ne me demande rien, j'avais un physique pas de jeune première, j'avais pas un physique non plus de femme qui rassure, qu'on peut marier, on peut pas l'utiliser pour faire au public non plus, qu'elle est une vraie mère de famille, la maîtresse, je ne suis pas assez pulpeuse, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on arrivait difficilement à me trouver des emplois. C'est pour ça qu'ils m'ont mis un peu partout. Maintenant, je suis ravie de ça, mais au départ, c'était pas évident. Donc il a fallu que je me trouve, moi, quelque chose à faire avec moi-même. Il fallait quand même que je me prouve que j'étais capable de faire un truc avec moi-même. Et ce One Woman Show, c'est partie de ma vie, et la contractuelle, c'est la moitié. C'est ça. C'est la moitié. Ça marche. Ça a duré 3 ans, oui. Donc la rencontre avec l'équipe Splendide. Et la rencontre, oui, avec ces personnes qui sont restées pour la plupart de très très grands amis. Oui. Ils avaient des dettes à rembourser, ils savaient que mon spectacle marchait très bien, donc ils m'ont demandé de venir. Oui. J'aurais donné un pourcentage faramineux. C'est comme ça qu'on crée des amitiés. C'est comme ça qu'on se crée des amitiés. Et j'ai joué avec eux, et puis donc j'en profitais pour faire mon spectacle, et après jouer avec eux le spectacle suivant. Et alors, dans ce film que vous avez tourné avec Martin Lamotte, vous vous êtes retrouvés en fait un petit peu en équipe, là. Oui, un peu la suite. Martin Lamotte avait créé son propre café-théâtre, aidé par Coluche d'ailleurs. Et il avait Anémone, Roland Giraud, et puis de l'autre côté, il y avait tous les autres, Christine Dejoux. C'était en face. Encore Jacques Delaporte. On dînait ensemble le soir. Et on allait voir si ça marchait d'un côté et de l'autre. Oui, mais Martin a eu un peu moins de chance que le Splendide. Mais c'est quelqu'un de tout à fait fou et qui a les plus belles idées en ce moment dans l'écriture. Ça vous a fait plaisir de tourner ce film de Serge Ménard? Lui, à mon avis, non. Mais de tourner avec moi, non, je pense pas. Oh. Non, je peux être violente et dure avec
avec des jeunes qui débutent quand je les sens pas, c'est affreux, hein, quand je les sens pas possédant quand je les sens pas passionnés et se défendant corps et âme, quitte à se tromper. Mais quand on me laisse tout faire et apporter ma gamelle et qu'on me dit bon ben ce que vous ferez ça sera bien, ça m'intéresse pas. Ah oui. Alors je suis très dure et j'ai été très dure avec lui et voilà. Et j'ai pas été invitée au dîner de fan film, vous vous rendez compte? Oh, c'est affreux. On va quand même voir un extrait. C'est gentil. Comme ça, vous verrez un petit peu. J'ai rencontré Légitimus et bon, Serge Ménard, peut-être qu'on se retrouvera, j'en sais rien. Mais Légitimus et Smaïn, qui sont deux individus merveilleux. Il y a une petite scène là qu'on va voir ensemble maintenant, dans un instant, justement où on évoque sous le rire, c'est ce qu'on peut appeler un racisme ordinaire, un petit peu à la manière du Pont-la-Joie. Comment vous ressentez ça maintenant, dehors? Pareil. Pareil. Oui, bien sûr, mais on dit toujours que c'est le voisin, on n'ose pas dire qu'on ne veut pas louer à des Arabes ou à des Noirs. Les gens ne vous le diront jamais, mais c'est vécu quotidiennement, absolument quotidiennement. On parle évidemment beaucoup de Dominique Lavanant et on a... Avec le mal que je me donne, heureusement. Avec le plaisir que vous nous donnez, quand même, on peut le dire ça, aussi. C'est gentil. Non, vraiment. C'est une espèce de haute tension, comme ça, toujours, que ce soit dans le registre de grande bouffée d'oxygène, de rire, ou peut-être autrement. Et puis, tout à coup, hop, en tête d'affiche, avec un film de Sussfeld, avec Claude Brasseur. Est-ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a déterminé à faire ce film? Ce sont les factures dont vous parliez tout à l'heure, ou ce voyage en Afrique à la manière de Tintin? Non. C'était la première fois qu'on me proposait, non, c'est la deuxième fois qu'on me proposait un premier rôle. Oui. Et Nathalie Baye m'avait dit, écoute, moi je peux pas le faire, mais il y a quelque chose, il y a un scénario que j'ai lu, tu devrais t'y intéresser. Et je faisais un one-woman show à l'époque, qui était à la Comédie des Champs-Élysées. Sussfeld est venu, Sussfeld je le connaissais parce qu'il était assistant sur Les Bronzés. Et cette aventure, j'étais pas très chaude, mais j'étais prête à tout, alors que j'étais à l'époque en discussion avec Gérard Lebovici et Michel Audiard pour écrire et terminer un scénario que j'avais écrit d'après ces expériences de contractuel, justement, qui s'appelait « Tiens-toi droite, la France te regarde ». Et pour fuir cette responsabilité, tout d'un coup, donc j'ai failli faire un film avant tous mes copains. Ils en ont tous fait un, sauf moi. Mais pour fuir cette responsabilité, je suis partie tourner ce film aussi. Ah, c'est la raison. Voilà, c'est une des raisons. Il y avait le côté premier rôle, il y avait le côté ça va être un film d'aventure, mais en même temps, l'aventure, je suis la plus grotesque des aventurières qui soient au monde. Une fourmi, je pars en courant. Alors là-bas, vous n'imaginez pas ce que ça a été. Affreux, quoi, affreux. Pourquoi? Parce que j'ai peur de tout. Je veux dire, remarquez, j'avais quelques raisons. Le Zambèze est bourré de crocodiles. Oui. Bon, on me dit, vous allez tomber dans le Zambèze. Non. Ah, écoutez... Non, pas vraiment. Ou alors, vous allez chercher des plongeurs avec des gros fusils, avec des gros coups de poignards, ce que vous voulez. Mais je ne veux pas tomber comme ça dans le Zambèze. Et j'ai su ça parce que tout le village était regroupé autour du tournage. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident? On me dit, non. Et ils me disent en anglais, un accent magnifique noir, ils me disent il y a quelqu'un qui va plonger dans le Zambèze. Je dis mais c'est moi, c'est moi. Ça a été bon. J'ai dit non. Ils sont allés chercher des plongeurs, mais enfin vous l'avez fait quand même, productrice a eu un mot extraordinaire. Elle m'a dit vous n'avez pas lu le scénario. Je dis si j'ai lu le scénario, mais il n'y a pas marqué va plonger dans une rivière bourrée de crocodiles. Il y a marqué tombe dans une rivière. Bon. Je l'ai fait, oui. C'est un beau souvenir. Je l'ai fait pour être applaudi après. Vous avez été applaudi après. Bourré de tranquillisants, hein, des tranquillax et après j'ai pris quelques Enervix pour revenir en forme. C'est un joli souvenir? C'est un souvenir parce que j'ai rencontré un individu extraordinaire que tout le monde connaît, qui s'appelle Marius Weyers et qui est le héros des dieux sont tombés sur la tête. Qui est ce blanc extraordinaire, c'était pas le Bushman, mais c'était le blanc qui est absolument merveilleux dans ce film. Et il jouait dans ce film-là. Oui, il a un tout petit truc, on ne le voit pas, il n'est pas bien utilisé, enfin bon, c'est dommage. Mais j'ai rencontré cet homme qui est faramineux. Alors déjà, rien que pour cette rencontre, je ne regrette pas 3 mois de panique. 3 mois alors? Ah oui. En Afrique, sans rentrer ni à Paris? Sans rentrer, non, en ayant des coups de téléphone rares et difficiles. En bonne santé jusqu'au bout? Où j'avais apporté une sansonite de médicaments. Et le contact avec Brasseur? Brasseur parfait, sans problème. C'est un acteur qui a un œil extraordinaire et un moteur. Qu'est-ce que c'est un œil extraordinaire? Un œil extraordinaire, c'est quelqu'un qui est en face de vous et qui joue en même temps que vous.
la même chose que vous. On dit un œil extraordinaire. Oui, oui, parce que c'est dans le regard que ça se voit. Même si moi je ne vois pas à 20 cm, parce que je suis très très myope, je sens. Et c'est la même chose avec Boringer, c'est la même chose avec Christophe Lambert, avec Anconina, enfin, je parle de quelques personnes avec qui j'ai tourné. Mais il y en a qui ont un œil creux quand ils vous regardent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des comédiens qui sont spectateurs quand c'est pas à eux de jouer, qui n'arrivent pas à jouer quand ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est terrible. Pour moi, c'est un œil creux, c'est un œil qui me juge. Tout d'un coup, je me dis, j'ai en face de moi quelqu'un qui porte un jugement là, sur ce que je suis en train de faire, qui joue pas avec moi. Et ça se voit dans les jeux d'enfants aussi. Les enfants, quand ils s'entendent bien, c'est parce qu'ils jouent le même jeu. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est une comédienne qui a un rôle à tenir, si vous avez en face de vous un œil creux? On s'énerve, on s'énerve très fort, ou bien on est malheureux, ou bien on n'a qu'une hâte, on regarde sa montre tout le temps. C'est pire qu'à la sécurité sociale, tout d'un coup, on se dit vivement que ça se termine. On n'est pas heureux, on se lève pas fou de joie, Enfin, ça m'est pas... Comme j'ai des rôles secondaires dans l'ensemble, ce sont quand même de bons comédiens qui ont les premiers rôles. Je fais un tout petit peu attention. Tous les petits métiers, c'est une chose qui, on l'a entendu, a été nécessaire. C'est un apprentissage, des expériences, des rencontres avec les gens. Savoir que l'argent est parfois difficile à gagner et en connaître le prix de l'effort. Après coup, il y a eu tous les plaisirs. Et je pense à ces licences de langue, au fait que vous lisiez le russe couramment à l'école de langue slave. Je vois que vous avez fait de l'allemand aussi à l'UNESCO, de l'anglais. Alors vous avez été répétitrice de l'italien grâce aux choses vous savez, les comédiens, quand on ne travaille pas toute l'année, donc il faut, à mon avis, c'est agréable de s'occuper. On ne peut pas rester à regarder le téléphone vibrer. Donc des licences de langue alors? J'ai fait, pas des licences, j'ai pas fait une licence d'italien, mais j'ai appris l'italien par la méthode audiovisuelle. J'ai appris l'allemand effectivement par un professeur allemand qui nous parlait qu'en allemand. C'est formidable quand on est adulte en plus de faire ça, parce que les mots m'apprennent tout de suite, je veux dire, c'est fou, quoi. Et nous, on a plus de mal, mais c'est amusant de commencer une langue en n'entendant jamais parler la sienne. Ça dure combien de temps? Je l'ai fait pendant 7 mois, je crois. Et maintenant? Et maintenant, je peux me débrouiller dans la ville, mais je ne peux pas lire un livre en allemand, ça c'est sûr, ni même en italien, mais je peux me débrouiller dans les pays. Et en russe, oui? En russe, ça fait quand même 15 ans que j'ai abandonné. Mais il y a des choses qui me reviennent comme ça, mais ça fait 15 ans que j'ai abandonné. Par contre, je parle tout le temps espagnol, parce que je vais beaucoup en Espagne, et l'anglais, parce que je vais beaucoup en Angleterre. Vous avez été répétitrice, je pense, à Londres aussi? Non, c'était en Angleterre, chez des religieuses anglaises. Et là, j'apprenais le français. Oui. Alors, pourquoi un jour vous êtes inscrite à l'école de Majorette? Ah oui, Port des Lilas. C'est de la provocation. Je ne pouvais pas rester 1 heure face à moi-même. Il y a une époque à Paris où j'habitais des chambres de bonne, dans des étages très élevés. Les adresses ont toujours été très correctes, donc, mais les logements étaient quelquefois très très sommaires. Et je voulais apprendre à manipuler le bâtonnet pour un spectacle, et en même temps, encore une fois de plus, un métier que les autres ne faisaient pas, parce que Majorette, elle ne dépasse pas les 14-15 ans, ou alors on est chef Majorette, mais on en a déjà fait depuis... Vous étiez une grande fille alors? J'étais la dernière, elle me demandait ce que je faisais là, moi-même je me demandais ce que je faisais là, mais ça me distrayait, ça m'évitait de passer des heures face à moi-même dans la chambre de bonne. Entre-temps ou après coup, uniquement à ce moment-là pour votre plaisir, c'est connaître un peu tout le bonheur du vin, toute la vie du vin? Oui, j'en avais assez de boire n'importe quoi et d'être au fond de mon lit très malade le lendemain. Et, parce que j'ai pas la chance de certains qui peuvent boire beaucoup en ayant juste un petit mal de tête le lendemain. Alors j'étais absolument avachie sur un matelas, donc il n'était pas question de rester comme ça. Et une fois de plus, j'ai occupé un certain temps en suivant les cours de l'école des métiers de la table, spécialité métier de la bouche. Oui. Et voilà, j'ai appris à déguster, mais bon, après ça, je suis restée 1 an et demi sans avoir le droit de toucher à une goutte d'alcool, donc je peux vous dire que mon palais, tout est à refaire. Tout est à refaire. Mais c'était une expérience formidable, c'est très gai. On recrache pourtant, hein, mais c'est très gai. Et on fait des connaissances amusantes. Moi, j'ai connu un homme qui avait le César du meilleur bistrot, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pot d'or. Donc, qui fait des petits Beaujolais, des petits vins nouveaux, et qui était venu s'améliorer sur ces vins-là aussi. C'est amusant, parce qu'il a un bistrot merveilleux dans Paris, délicieux, avec des petits vins qu'il met lui-même en bouteille. Alors, on allait piper dans sa cave, je ne raconte pas les étapes. Mais la télévision est même venue une fois et ils ont été obligés d'aller chercher un trépied. Parce qu'au début, il avait la caméra sur l'épaule et après, c'était le louche en pire. Ah bon? C'est une plaisanterie, j'aime beaucoup. Oui. Surtout son dernier film. Même chose du côté de la cuisine aussi, je pense. Oui. Alors après, je me suis dit, je ne vais pas manger que du vin. Voilà.
je vais voir un petit peu le solide et je suis allée chez Saint-Drin et là je vais aller chez Joël Robuchon apprendre à cuire la viande. Parce qu'il fait des viandes, des croûtes de sel, c'est extraordinaire. Et vous avez un grand appétit pourtant? Non, mais j'adore la finesse, au contraire. Et vous servez ces plats j'adore faire la cuisine, j'adore ça. Aux gens qui viennent chez vous? Oui, tout à fait. Dans ce chez vous où jamais n'a pénétré et ne pénétrera une caméra de télévision ou un micro? Ni une caméra de télévision, ni même un œil du métier. Ni même un œil du métier. C'est-à-dire pas une costumière, pas... Oui, c'est ça. Donc l'endroit totalement à vous. Oui. Pour que ça reste à vous. Pour que ça reste à moi. Bon, en plus, imaginez qu'après-demain, on ne me demande plus rien dans cette profession. Alors, je peux essayer de faire un film, mais s'il fait un flop, bon, c'est terminé, ma carrière est finie. J'aurais montré tout ça, il ne me restera plus rien. Je trouve ça épouvantable et je trouve qu'en regardant à côté ou derrière soi ou devant soi la vie des gens qui sont dépressifs, il y en a beaucoup qui ont été très généreux avec les professionnels. Et beaucoup trop, qui n'avaient plus un endroit où se réfugier sans se dire bon ben là il y a déjà des choses qui ont été montrées, qui ont été vues, qui ont été plus rien à soi. Moi j'ai besoin d'un nid, mais peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'un nid, mais je trouve que parmi les gens déprimés dans ce métier, il y en a beaucoup qui en ont trop fait, qui ont trop donné. Trop donné. Ouais. Mais oui, parce qu'il faut savoir dire non aux sollicitations, quitte à passer pour une emmerdeuse, oui. Bien sûr, tant pis. Tant pis. Et c'est pareil pour la maison en Bretagne? C'est pire pour la maison en Bretagne, parce que la maison à Paris, je peux donner mon adresse, on peut m'envoyer des trucs, mais la maison en Bretagne, je dis absolument pas où elle est, je veux pas. Là, c'est pire que tout, parce que en plus, c'est un endroit où que j'ai acheté seule, et que je peux y aller toute seule. J'ai l'indépendance et la liberté dans cet endroit. Alors, si, une fois de plus, il devenait quelque chose qui avait profité à d'autres d'une manière non amicale, ça me rendrait... je la revendrais, parce que je me dirais... Oui. Et vous y travaillez beaucoup vous-même? C'est-à-dire que... Je jardine, oui, je jardine, je fais un bricolage hallucinant, j'abats des cloisons, des murs, des... Et vous êtes proche de la mer? Je suis pas très loin de la mer. Pas très loin. Vous allez me demander l'adresse? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Je voulais savoir, parce que j'aime beaucoup la Bretagne, je voulais savoir un peu... C'est pas très loin de Roscoff. Vous avez tourné un feuilleton, là? J'ai tourné un feuilleton, là, qui s'appelait Imogène, et qui a fait le fameux succès dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Le succès d'audience. Succès d'audience, oui. Bien, là, vous étiez... L'estime, j'en sais rien, je m'en fiche. Oh. Non. Ah bon. Je m'en fiche pas du tout. Ah bon, je pense bien. On fera encore mieux la prochaine fois. Voilà. Donc vous étiez parvenu à travailler non loin sur vos terres. Voilà, j'avais très envie de rentrer dans mes chaussons, dans mes pantoufles le soir. Les Charentaises, c'est confortable. Encore. On va passer à un autre registre, un autre ton. Je pense au film de Joël Santeny, Mort un dimanche de pluie. Où là, alors, on vous a demandé de jouer un rôle extrêmement dur, extrêmement difficile. C'est là que je me suis rendu compte que c'était affreux de jouer du dramatique. Parce que quand on joue, et c'est là que je me suis rendu compte aussi de l'influence d'un personnage sur la personne. Oui. Et c'était affreux parce que le soir, je rentrais et je n'avais qu'une envie dans cet hôtel luxueux de Genève, c'était de boire toutes les bières qui étaient dans le frigo et puis de manger les chips qui étaient sur le frigo et de sangloter en me mouchant dans l'oreiller. C'est épouvantable d'avoir du drame à tourner. Parce que on est envahi par ça. Enfin, moi, j'étais envahie par ça. Complètement. Et je voulais pas tomber dans le côté tranquillax et énervix. Donc, j'ai essayé d'assumer et je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de s'amuser. Et là, je ne m'amusais pas. Je veux dire, j'étais obligée de prendre... Quand on doit retrouver les émotions, on peut pas... Elles ne viennent pas comme ça. On est obligé de fouiller en soi des choses douloureuses et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas le pouvoir de pleurer comme ça. Je suis obligée de rechercher des choses très violentes, qui ont été très dures, parce que malheureusement, il y a eu des drames très forts autour de moi. Et j'étais obligée de replonger là-dedans pour me donner pour me donner le côté fort de la tragédie. Je ne sais même pas si je suis parvenue, mais enfin, c'est ce que j'ai fait, moi. Ce rôle d'impresario, je ne sais pas comment on dit pour une dame. Impresario? Oui. Impresaria, je ne crois pas que ça existe. Ça serait joli. Avec Delon, dans Dimanche. C'est aussi une chose que nous avons vue. Cinéma, pardon, oui. Nous avons vu récemment sur nos chaînes de télévision. C'était un moment agréable à faire aussi. Oui, très, mais là, il y a eu une sorte de dilettantisme quand même, parce que on m'a dit, est-ce que vous voulez tourner 12 jours par mois pendant 3 mois avec Delon? Oui, j'avais rien à faire en plus. D'autant qu'il avait envie de vous connaître, lui. C'est un homme il y a Jane Fonda et lui qui ont été les 2 premiers à me faire des compliments dans ce métier. Et il m'avait dit, quand un comédien m'apporte quelque chose, j'ai besoin de le lui dire.
Et ça, c'était pour un film où j'avais eu ma première nomination au César, qui était Courage Fillon. Et j'avais été très flattée de voir ce bel homme venir me donner son avis sur mon côté, enfin ce que j'avais envie de donner en tant que comédienne, quoi. Un mot du film de Sautet, puisqu'on parle de César, effectivement, Ah oui. vous voilà à nouveau. Comment vous dites-vous pour Nominationnismisé pour. Redites-nous ça, c'est si joli. Nominationnismisé. Voilà. Voilà. Pour le film de Sautet, Ouais. avec Daniel Auteuil, avec Marielle. Marielle et Bonner. Alors, là, à nouveau, vous aviez dit un jour, je joue plus les grandes bourgeoises et tout ça, mais c'est de nouveau dans ce ton-là? À Sauter, je crois qu'un comédien, une comédienne doit avoir beaucoup de mal à refuser un Sauter. En plus, un second rôle où on ne s'investit pas de la même façon, on n'a pas la responsabilité après du film sur les épaules. On passe peu de temps dans une équipe qui attend une fraîcheur, enfin une fraîcheur, je parle pas de moi physiquement, je parle d'une nouvelle arrivée, et qui distrait, qui arrive sur un tournage qui a déjà pris des habitudes, encore que les habitudes avec Sauter, qui est capable de crise. On se dit, c'est pas vrai, le cœur va lâcher maintenant. Il devient rouge-violet, écarlate marbré, et il donne des coups absolument dans tout le matériel, et voilà, tout le monde attend. Et puis après, il s'excuse, il devient le plus doux, le plus attentionné, le plus bichonneur, comme on dit, des metteurs en scène. En plus, le perfectionniste, il arrive toujours à vous donner confiance. Enfin, puis de temps en temps, il a un comédien dans le nez qu'il ne peut pas supporter. Pourquoi il l'avait sur son plateau alors? Parce que ça lui a fait plaisir de le... Oui. Et puis, ce sont des rencontres, on fait connaissance. Hein. Bien sûr. Parce qu'on peut lire un scénario, se le faire raconter par le metteur en scène, déjeuner avec le metteur en scène, aller dîner avec le metteur en scène, puis vous tournez, au bout de 15 jours, 3 semaines, ce sont quand même des affrontements. En plus, on n'a pas de pinceau, on n'a pas de piano, on n'a rien, on a nous. Et c'est pas toujours évident de jouer avec ses sentiments. Oui. Et surtout quand on vous demande des choses que vous n'avez pas forcément envie de donner, par pudeur, par plein de choses, et puis peur de ne pas savoir faire aussi. Alors on est un peu inquiet, on est un peu nerveux, on est un peu... C'est-à-dire que dans toutes ces occupations que vous avez tenues et que vous faites encore, imaginons qu'il y ait un excellent cours d'art dramatique, on vous y verrait là? Non. Ça suffit maintenant. Non. Je suis quelque part une éternelle étudiante, mais je préfère aller étudier la menuiserie que d'aller étudier la comédie à l'heure actuelle. Ça ne m'amuse pas du tout d'aller dans un cours dramatique. Parce que ça, en plus, je veux dire, si ça sert, bien sûr, au début, tout ça, c'est... Et puis, j'en connais beaucoup, hein, que je trouve de merveilleuses comédiennes et qui continuent à suivre des cours. Mais j'en éprouve pas le besoin. Maintenant, j'ai besoin d'être payée quand je travaille. Pourquoi? Il y a des retards. Non, pas du tout. Paiement. Pas du tout, mais vous suivez les cours, c'est encore à vous de payer. C'est vrai. Et j'ai sûrement beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que je peux l'apprendre avec un metteur en scène. Ce livre, c'est pour quand? C'est chez Lafon qui va sortir? C'est chez Lafon. C'est une commande au départ, une rencontre avec quelqu'un de chez Robert Laffont qui voulait que j'écrive une biographie. Et je me dis, c'est 6 mois. 6 mois d'arrêt de tout et 6 mois de recherche, 6 mois de travail, 6 mois de... Alors j'ai dit non. Et puis on a déjeuné ensemble et je lui ai raconté comme ça des bribes de vie. Et elle m'a dit, pourquoi pas l'autobiographie. Alors je dis, comment je sais écrire sa mémoire alors qu'on n'a rien écrit du tout? Ça paraît quand même très bizarre. Et ce matin, j'ai entendu une chose amusante à la radio. J'ai entendu quelqu'un qui disait, j'ai commencé par mes mémoires, donc je me suis pris pour un écrivain et j'ai enchaîné. Alors peut-être que je ferai la même chose. Mais j'ai pas voulu de signer de contrat pour l'instant parce que j'ai peur de ne pas rendre mon devoir à temps et d'être obligée, précipitée par la date du contrat, de le terminer avec un nègre, comme on dit. Et je veux pas ça. Je veux pas qu'on m'aide, je veux pas... Est-ce que quand on écrit des choses réelles et qu'il y a encore plein de gens tout vivants autour de vous, est-ce que c'est pas un problème parfois? Si, c'est un gros problème. Oui. Je suis en train d'essayer de trouver des tournures pour ménager la susceptibilité de toute la famille. Oui. C'est évident. Puis il y a des questions qu'on s'est posées, qu'on n'a pas forcément posées à la famille. Moi, j'ai un père qui est mort quand j'avais 2 ans, et il y a des choses que je ne sais pas et que j'arrive pas à demander à ma mère. J'ai pas envie de lui demander, et je ne le saurai jamais. Mais je vais écrire que je ne le saurai jamais. Je vais lui écrire que j'ai jamais osé lui demander. Elle va le lire, mais en même temps, elle m'en a jamais parlé, elle. Alors, projet cinéma? Projet cinéma, oui, avec justement cet été, là, avec ces deux jeunes loups dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. J'espère que ça va aboutir parce que les scénarios sont merveilleux. Oui. Merveilleux. Est-ce qu'il manque quelque chose du temps dans votre vie pour que ce soit vraiment
tout à fait parfait ou bien c'est parfait? Non, c'est en ce moment, oui, en ce moment, je crois que ça frôle, en ce qui me concerne, et égoïstement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça frôle la perfection. Oui, et quelle est l'attitude pour maintenir ça? Est-ce que c'est le hasard ou la nécessité? C'est Dieu. Dieu, oui. C'est Dieu. Si je peux continuer comme ça, en ce qui me concerne, je serais contente. Vous allez de temps à autre en retraite aussi, je pense. Oui. Oui. Oui, j'y vais un petit peu moins maintenant, mais je repense à la prière, je repense à la spiritualité en tout cas. Je crois que c'est quelque chose qui nous avait un peu échappé. On était devenus très individualistes et très matérialistes. Et je vois les jeunes sont beaucoup plus concernés par tout, se mobilisent beaucoup plus, sont plus fragiles à tout ce qui se passe dans le monde et autour d'eux, plus prêts à aider, beaucoup plus collectivistes que ma génération. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est un mouvement qui arrive, quoi. Je veux dire, le béton on a eu l'impression qu'à un moment, le béton a arrêté toutes les vibrations et que maintenant, ils sont en train de se refaufiler à travers ces dédales. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois, oui, je crois. Oui. Et pour vous-même, tout de suite dans les médias? Non, rien. Le soleil sur Paris. Les quais, Paris de toute beauté. À l'après-midi tranquille. Oui. Si seulement tout pouvait aller mieux. Je veux dire, j'entendais l'autre jour quelqu'un dire on ne doit jamais parler de pessimisme ou d'optimisme, mais simplement parler d'espérance. Alors, soyons positifs dans l'espérance. Merci.